d'abord Grégory Daho, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vos recherches portent sur les relations civilo-militaires, le domaine de la sécurité internationale, l'analyse décisionnelle des politiques étrangères et de défense et les doctrines des organisations militaires. Vous êtes l'auteur de La transformation des armées, enquête sur les relations civilo-militaires, publié aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Vous avez contribué à plusieurs ouvrages collectifs, parmi lesquels de la professionnalisation à l'antiterrorisme, l'évolution des relations politico-militaires en France, état des lieux de la sociologie militaire, héritage, enjeux actuels et nouvelles perspectives. Et à ma gauche, Yvan Guichawar, enseignant à l'Université de Kent, chercheur et maître de conférences à la Brussels School of International Studies, membre du comité éditorial d'Afrique 21, spécialiste du Sahel et des questions de sécurité. Vous avez publié dans International Affairs un article en 2020 sur les conséquences délétères de l'interventionnisme français au Sahel. En 2022, pour Afrique 21, vous avez dressé une analyse des rectifications en cours au Mali suite au coup d'État. Cette année, vous avez dressé un rapport sur les interactions entre civils et djihadistes au Mali et au Niger. Et vous intervenez par ailleurs régulièrement dans les médias tels que Radio France. Cet été notamment pour parler de l'opinion publique nigérienne suite au coup d'État contre le président Bazoum. Alors, cette table ronde, où en est la France au Sahel? Bon, un petit panorama général, bon, même si je pense qu'ici, les personnes présentes sont assez au courant. Tout de même rappeler que ça a été dit sur la précédente table ronde, dans l'opinion publique, en fait, l'actualité au Sahel est souvent perçue à travers, d'abord, comme récemment, la succession des coups d'État, mais aussi la question des soldats morts là-bas, parce que finalement, 10 ans de présence française au Sahel, le sujet a peut-être été un peu passé sous les radars. Je ne reviens pas sur le traitement médiatique du sujet, mais il est clair que l'entame de ces interventions, à savoir la guerre au terrorisme, a aussi contribué à ça. Donc au Mali, au Burkina Faso et donc au Niger ce mois de juillet, avec aussi des coups d'État qui font moins l'actualité, comme en Guinée et au Tchad, notamment en raison des modalités de la présence française. Par ailleurs, on a beaucoup parlé du sentiment anti-français, du ressentiment, enfin, avec une terminologie qu'on pourra d'ailleurs discuter, en tout cas une hostilité à l'égard de la politique française. C'est vraiment un moteur pour la popularité des régimes, popularité aussi qu'on pourra questionner. Est-ce qu'elle est réelle? Quelle est sa nature? Évidemment, on parle également de propagande, elles ne sont pas négligées, mais on peut dire aussi que souvent les propagandes viennent comme ça amplifier des opinions un peu figées, puisque la France, on peut quand même l'admettre, est vécue comme une puissance occupante au bout de 10 ans et soutien de régimes qui finalement n'ont pas réussi à surmonter les défis économiques, sociaux, démocratiques et sécuritaires. Donc en fait, le mélange des deux fait que la question du regard de la présence française se pose également. Et donc ces événements, notamment cet été, ces coups d'État, ont été vécus comme finalement le bilan de la France au Sahel. Et face à ça, on a eu un scénario d'une France qui a joué la fermeté devant ces situations. On peut parler peut-être, alors on n'aime pas trop psychologiser les choses, mais un peu une réaction de bêtes blessées, avec notamment des mesures de rétorsion un peu symboliques, puisqu'on a parlé d'aide publique au développement. La réponse a été assez cinglante pour dire que finalement les développements ne servaient à rien. Il y a aussi la question de la coopération culturelle avec la question des artistes, dont les visas avaient été remis en cause. Et puis au Niger, on a eu le sentiment que la France appuyait une éventuelle intervention de la CEDEAO. Et donc, on a le sentiment que la France a voulu jouer jusqu'au bout la question de la rupture forte avec le Niger, avec notamment la question du maintien de l'ambassadeur sur place, alors contre la volonté du gouvernement de fait. Par ailleurs, également, là, c'est aussi le prisme diplomatique, un ambassadeur qui était très questionné, très questionnable. Donc, après un bras de fer, on est entre nous, après un bras de fer qui a duré un petit moment, 3 semaines, finalement, l'ambassadeur a quitté le pays. Il y a eu quelques inquiétudes
pour les Français présents sur place, avec évidemment les mises en scène qu'on a pu voir des bases militaires et à la suite de cela l'entretien du ministre de la Défense qui a parlé d'une foule payée et affamée. Enfin bon voilà, tout ça montre que les relations diplomatiques sont très tendues avec des déclarations de part et d'autre assez martiales. D'autant que la France a depuis engagé l'évacuation de ses bases militaires d'ici la fin de l'année, après avoir évacué le Mali et le Burkina Faso. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, en tout cas peut-être que les spécialistes de la défense pourront nous en dire plus. Et donc se pose la question finalement de la politique étrangère de la France dans la région. Dans le discours du président de mi-février, il voulait poser les bases d'une nouvelle relation entre la France et l'Afrique, avec des annonces qui n'ont pas été suivies de précisions claires concernant le devenir, et en tout cas l'emploi, la doctrine pour les bases militaires. On a le sentiment que ça reste concentré sur des coopérations militaires, voilà, et pour quelque chose qui a quand même encore vécu comme une forme de paternalisme qui passe de moins en moins. Sur le plan sécuritaire, des attaques dites djihadistes se poursuivent. Il y a eu 60 soldats nigériens qui ont été tués le 2 octobre dans la région de Taoua. Au Mali, 5000 personnes auraient été tuées dans les attentats depuis le coup d'État. Et au Burkina Faso, voilà, pas de territoire reconquis, en tout cas toujours aux mains de djihadistes. La situation sécuritaire est très tendue. Et de ce point de vue-là, compte tenu de ce qui s'est passé sur les 10 ans, on aimerait savoir donc du coup où en est la France au Sahel. Il va y avoir le 21 novembre à l'Assemblée nationale un débat qui a été obtenu à notre demande d'ailleurs sur la situation des relations entre la France et les différents pays africains, ce qui nous donne l'occasion de rappeler que c'est très difficile d'obtenir ce genre de débat en hémicycle. Et si finalement notre réponse a obtenu satisfaction, c'est justement parce que l'actualité fait que le gouvernement français avait besoin d'en parler. Donc je vous donne la parole, chacun pour 15 minutes, et ensuite nous aurons un échange avec la salle. Je ne sais pas qui veut commencer. Je commence parce qu'il est possible que je dois partir vers 17h20, quelque chose comme ça. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour cette introduction très très complète qui facilite énormément le travail en fait. Donc je vais effectivement concentrer la présentation sur la diplomatie française et avant d'essayer de fournir quelques pistes peut-être sur ce que pourrait faire la France à l'avenir dans cette région, je vais commencer par dire d'où elle part. Et effectivement, elle part d'assez bas si on se réfère aux derniers événements et au climat dans lequel la diplomatie française se trouve plongée au Sahel. Et je vais dire un mot avant de parler un petit peu, peut-être de manière plus analytique, de ce qu'a fait la France au Sahel, dire un mot de ce climat-là en fait. C'est-à-dire qu'on peut faire tout un tas de reproches à la France, hein, mais il faut être conscient aussi que le climat actuel est quand même assez empoisonné, assez toxique, et que circulent au sujet de la France des idées qui sont aussi totalement fausses, et des procès sans le moindre fondement. Et je trouve assez difficile finalement de se prononcer dans ce climat-là. Il faut, je pense, essayer de garder un petit peu une sorte de boussole sur ce qu'on garde, ce qu'on jette dans les reproches qui sont faits actuellement à la France. Et surtout, alors vous avez mentionné un article ou un rapport qui a été publié avec une collègue récemment sur la gouvernance djihadiste à la région des 3 frontières entre le Mali et le Niger. Et on utilise une expression pour caractériser un petit peu la manière dont les populations réagissent à la présence djihadiste. On utilise le terme de fiction de la guerre, c'est-à-dire les États, les populations, tous les intervenants publics sur la crise sahélienne vrillent un petit peu dans leur représentation des choses, et on est vraiment dans un espace informationnel complètement saturé de fausses idées. Et je pense qu'il faut garder à peu près la tête froide par rapport à ça, et sans lancer non plus d'accusations stupides consistant à dire que ce sentiment anti-français serait complètement téléguidé via des fermatrolls russes, etc. Donc, voilà, il faut trier, et c'est pas si facile. Mais il faut aussi travailler sur les subjectivités en fait, et essayer de construire des discours à peu près
rigoureux et qui tiennent la route et qui soient aussi capables peut-être voilà, de persuader les différents intervenants de la zone de trouver des terrains d'entente. Donc j'en parlerai peut-être un petit peu à la fin de cette question des subjectivités et des perceptions. Mais pour comprendre aussi ce sentiment anti-français ou la perception de la France dans la région, il faut s'interroger sur ce que la France a fait avant de commencer à imaginer des scénarios par lesquels ce serait que des entités hostiles à la France qui feraient circuler ou diffuseraient des fausses informations à son sujet. Et donc je vais peut-être faire écho à des choses qui ont déjà été dites dans la première heure, mais récapituler peut-être selon moi ce que la France a fait au Sahel et qu'elle aurait peut-être pu faire mieux ou différemment, sans nécessairement rendre la France responsable de toute la crise actuelle. Bon, ça a déjà été dit, l'intervention militaire, même si on ne peut pas encore le dire sur la place publique sans susciter des réactions négatives, l'intervention militaire, on peut la considérer comme étant essentiellement ratée, et Alessandro faisait une remarque vraiment importante tout à l'heure, c'est-à-dire que le prisme à travers lequel cette intervention était imaginée était un prisme finalement assez technique, c'est-à-dire on éradique d'un environnement infecté un mal qui serait le mal djihadiste, et une fois que ce mal est éradiqué, on fait revenir l'État et tout le monde est content. Et jamais on a considéré finalement cette opération militaire comme une opération qui avait un impact politique sur le terrain. C'est-à-dire que quand les Français interviennent quelque part, ils cherchent à identifier qui sont les bons, qui sont les méchants, ils cherchent à construire des alliances avec des acteurs locaux. Rémi a écrit sur une alliance qu'il avait eue entre 2017 et 2018 avec une milice du côté du Mali, et qui a contribué à complètement déchirer le paysage politique local. Donc l'intervention française militaire avait un impact politique, et un impact politique qui laisse des traces, qui est durable, et qui n'était pas forcément en phase avec les agendas d'autres organisations internationales, notamment multilatérales, dans le cadre de la MINUSMA. Donc cette intervention militaire, même si, comme on dit, elle a obtenu des gains tactiques, elle a été assez mal pensée politiquement. L'intervention française n'a pas été que sécuritaire. Moi, je suis un peu contre ce discours qui consiste à dire que seul le sécuritaire a été privilégié. Elle a été accompagnée, cette intervention militaire, d'un complexe de stabilisation dont faisait partie la MINUSMA, dont a fait partie l'Union européenne. Et on a cherché à faire un petit peu ce que les Américains ont fait en Afghanistan. Au début de l'intervention française, j'étais très réticent à utiliser les comparaisons avec l'Afghanistan. Puis au final, au fil des ans, on s'est aperçu que les Français se retrouvaient embourbés de la même manière. Alors qu'ils étaient très fiers au début de dire que non, eux comprenaient le Sahel bien mieux que les Américains comprenaient l'Afghanistan ou l'Irak, et étaient capables d'envisager le coup d'après, contrairement aux Américains. Alors, il y a un titre de livre que j'aime bien qui s'appelle Catastrophic Success, qui raconte l'intervention américaine en Afghanistan et en Irak, et qui capture bien l'idée, je trouve, de ces interventions où on gagne, on remporte des succès militaires, mais au final, politiquement, on fait des ravages. Et donc, l'intervention française se retrouve finalement à pâtir de l'échec plus généralisé de l'idée de state building. Les Français ne sont pas les seuls à avoir commis cette erreur-là, mais ils auraient pu finalement un peu plus s'inspirer des échecs américains pour essayer de construire leur propre forme d'intervention. Donc ce complexe de stabilisation, il faut aussi en parler, pas juste du côté militaire. L'Union européenne a échoué, et d'autres coopérations occidentales ont aussi échoué. Ce que la France a fait aussi au Sahel, c'est mettre un petit peu un couvercle sur des dynamiques politiques. Alors, Anne Savet, tout à l'heure, disait que la question du dialogue, c'était pas juste les Français qui avaient mis une ligne rouge, peut-être qu'il y avait des clivages au sein même de la société malienne, et que c'était pas une affaire si consensuelle. On ne peut pas dire d'un côté les Maliens voulaient le dialogue et les Français s'y opposaient. Ça a été le cas, mais par la suite les Français ont un peu révisé leur posture, notamment quand ils sont partis côté Niger, ils ont laissé faire Bazoum qui voulait lui ouvrir des canaux de dialogue, mais de fait
je pense que ce que la France a fait, c'est façonner un champ politique un peu à sa main, qui laissait ruminer quelques espaces de l'espace politique, quelques sous-sections de l'espace politique national qui de fait sont devenues très revanchardes par la suite. Et tout ce qu'on a appelé ensuite le mouvement souverainiste, ben voilà, c'est un petit peu la revanche de ces mouvements-là qui voyaient quand même d'un assez mauvais œil l'influence de l'ex-puissance coloniale dans leur propre pays. Donc là, et je pense que les Français ont sous-estimé ça, le fait que l'ex-puissance coloniale qui intervient dans ces ex-colonies, ça en fâche certains, et qu'il y a une vraie aspiration nationale qui peut se retrouver affectée de voir 60 ans après les indépendances, l'ex-colon toujours opérer militairement dans la zone. Et je pense que nous aussi, les experts, entre guillemets, on était peut-être un petit peu... on se berçait d'illusions en imaginant que... on s'attendait d'une certaine manière à ce qu'il y ait une forme de militarisation de l'espace politique, puisque quand on fait du contre-terrorisme, on donne la priorité à des militaires, donc on s'attendait à ce qu'il y ait une espèce d'état d'urgence permanent, etc. On ne s'attendait pas forcément à voir les régimes mis en place ou soutenus par les Occidentaux se faire balayer par des militaires qui représentent, eux, un agenda contre l'intervention étrangère, mais avec un paradigme sécuritaire encore plus prononcé que celui des Occidentaux. On est un peu face à un paradoxe, parce que ce que veulent au fond ces juntes, c'est aller encore plus loin dans le tout militaire. Et alors, on dit d'un côté que le problème de l'intervention occidentale, c'était le sécuritaire et le tout militaire, et puis finalement, ceux qui prennent la place, c'est des gens qui sont encore plus extrêmes dans cette option-là. Et ça, on ne l'avait pas vu venir forcément. On s'imaginait que les gens en place allaient devenir un peu plus autoritaires, mais on n'imaginait pas que finalement les militaires se disent finalement, autant faire le boulot nous-mêmes, on n'a pas comme ça à répondre à des chefs d'État corrompus qui en plus détournent une partie des budgets qui sont alloués à l'armée. Faisons le travail nous-mêmes et c'est l'armée qui devient l'État, quoi. Ça, on l'avait pas forcément anticipé, mais on peut considérer que c'est une sorte d'effet induit de la présence étrangère. Donc, d'une certaine manière, les Juntes sont très opposés à la présence occidentale, ont agité l'argument de l'anti-impérialisme pour légitimer leur coup d'État, mais elles sont elles-mêmes, de fait, le produit de 10 ans d'intervention internationale ratée. Alors, une fois que ces coups d'État ont eu lieu, je ne vais pas le rappeler, mais on a eu du coup des séquences diplomatiques absolument navrantes. Alors, ça a commencé avec Assimi Goïta et Le Drian, et ce qui est tout à fait effarant, c'est de voir que quand il y a eu le coup d'État au Niger, finalement on est reparti dans le même jeu tout à fait puéril de ping-pong, avec l'impression qu'on était dans une cour de récré, en fait. Des arguments à courte vue, des gens qui se tapent la poitrine, c'était affligeant, et triste à voir. On avait mal un peu pour les acteurs de ce jeu-là, totalement ridicule. Bref, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, il faut se dire qu'on part d'assez loin quand même, que la situation est quand même dégradée, et que... Il y a des choses qui doivent être retenues avant quand même d'envisager la suite et de faire comme si il fallait introduire ou renouveler la relation diplomatique comme si rien ne s'était passé. Il y a un dernier élément peut-être avant que je passe à cet aspect-là de l'affaire à mentionner. On parlait tout à l'heure des personnalités qui avaient pu influencer la politique française, et c'est vrai que moi je ne suis pas très équipé intellectuellement pour
identifier le rôle réel que certaines personnes peuvent jouer dans la politique étrangère. Moi, on a appris des choses en relations internationales, sur des concepts, sur des groupes de personnes qui prennent des décisions. L'impact d'une personne, de ses traits psychologiques, ça fait peut-être pas tellement partie de mon équipement intellectuel. Or, je pense qu'il faut s'interroger aussi sur la psychologie propre d'Emmanuel Macron et son style et sa manière de parler à ses interlocuteurs. Je pense que ça fait des dégâts aussi. Et là, sa manière aussi de systématiquement court-circuiter le Quai d'Orsay et les administrations. C'est un vrai problème. Et une réflexion institutionnelle à avoir si on veut réenvisager des relations diplomatiques sur qui dit quoi et quel est le degré de délibération préalable avant que des décisions soient prises. Alors, sur les décisions à prendre ou qui pourraient être prises, envisagées. Bon, il faut quand même savoir dorénavant que les interlocuteurs sahéliens des Français, qu'il s'agisse des Burkinabés, des Maliens et des Nigériens, sont assez remontés contre la France et à la tête de régimes que je n'hésiterai pas à qualifier de dictatoriaux, avec des nuances. Mais pour moi, par exemple, l'exemple le plus extrême actuellement, c'est le Burkina Faso. Et pareil, si on en est à utiliser des labels, moi je ne serais pas contre qualifier la tendance actuelle du régime burkinabé de fascisante, vraiment, quoi, avec des logiques quasi totalitaires. Donc, c'est ça les interlocuteurs dorénavant que la France a en face de soi. Et donc, la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait face à ces interlocuteurs voilà, qui représentent des agendas non démocratiques, qui, dans leur lutte contre le terrorisme, commettent des excès et des atrocités, les cachent, les nient, refusent de tenir pour responsables ou de poursuivre les auteurs de ces atrocités. Bon, il y a un enjeu là, pour la France. Qui est de savoir comment elle se positionne par rapport à ces régimes-là, même si la France est en train de mettre peut-être un mouchoir sur ce qu'elle considère comme être ses valeurs démocratiques dans l'arène internationale aujourd'hui. Donc, par ailleurs, vu cette dégradation des relations, la moindre des choses, c'est de faire profil bas, d'être un peu silencieux. Et on a l'impression que la France est incapable de se taire, incapable de... c'est terrifiant. C'est-à-dire qu'on voit venir le truc. On voit un événement se produire, on voit un piège se tendre, et il plonge. Bon. Et l'idée, pour moi, idéalement, ce serait peut-être de retricoter des relations dans la durée, discrètement, avec des parties de la société civile qui restent ouvertes au dialogue, justement donner des visas aux étudiants, ouvrir sur les questions de coopération culturelle, mais sans en faire l'objectif ultime, avec l'idée peut-être plus étalée sur le long terme de dire bon ben voilà, on est mal en point en ce moment, il n'y a peut-être pas grand-chose à espérer en termes de substance de la relation, mais peut-être que dans le futur ça va changer et on va le faire avec des gens qu'on estime être valables et à l'écoute. Donc pour moi, voilà, il faut mettre les choses peut-être un petit peu en sommeil, sans fermer complètement la porte à des options de dialogue. La carte européenne, elle me semble pas inintéressante à jouer, c'est-à-dire que la France a quand même réussi un truc dans cette affaire, c'est de mobiliser les Européens sur la question sahélienne. Et ça lui est revenu un petit peu comme un boomerang dans la figure, puisque du coup les Sahéliens ont développé leur propre expertise du Sahel. Au début, en 2013, quand la France est intervenue, la France dictait vraiment aux autres la marche à suivre, en disant nous, on connaît le Sahel, on a des dizaines et des dizaines d'années d'expérience dans la zone, vous ne connaissez pas, suivez-nous. Et les Européens en ont eu marre de cette méthode diplomatique à la hussarde, et ont développé leurs propres compétences, leurs propres expertises. Et ce qui fait que maintenant, il y a un vrai dialogue à l'échelle de l'Union européenne sur qu'est-ce qu'il convient de faire au Sahel. Et le choix de la France de fermer la porte à tout dialogue, par exemple, avec la junte au Niger, n'a pas été partagé par les Américains d'une part, mais à l'échelle européenne, il y a aussi des voix dissonantes. Voilà. Et puis, un dernier truc, peut-être, qui, à mon avis, est peut-être
totalement idéaliste, mais en tout cas pas vraiment discuté. C'est la carte que Macron essaie de jouer régulièrement, c'est celle du soft power, de la culture, du sport, en ignorant que, au fond, pour les Européens comme pour la France, l'obsession sahélienne, elle est basée sur l'enjeu sécuritaire et l'espèce de panique morale autour de l'immigration, en fait. Donc, et il faudrait, idéalement, essayer quand même de montrer un petit peu de cohérence entre ce qu'on fait en termes de politique intérieure et ce qu'on fait en termes de politique étrangère. C'est-à-dire que les gens au Sahel savent bien qu'il y a des migrants qu'on laisse mourir dans la Méditerranée. C'est pas en disant on va faire du sport, on va faire de la culture, qu'on va faire passer ça sous le tapis. Donc, pour moi, il y a une espèce d'énorme hiatus. On imagine que la politique étrangère, ça doit être compartimenté et séparé de ce qui se passe à l'intérieur des frontières. Or, notamment là où les gens parlent français et ont accès aux médias français, on suit, il y a des diasporas, les gens savent très bien comment sont traités les Sahéliens de la diaspora qui vivent en France. Donc on ne va pas leur raconter d'histoire avec du soft power, alors qu'à l'échelle intérieure, il y a l'islamophobie, il y a un débat extrêmement polarisé, anti-immigration, etc. Bref, c'est sur cette note un peu idéaliste que je terminerai mon intervention. Je vous remercie. Merci. On percevait un petit décalage entre ce qui avait été fait, je crois que c'était à Montpellier, le sommet Afrique-France avec les forces vives africaines, et la réalité des relations diplomatiques entre les pays. Je vous passe la parole. Ah bah non, c'est le micro. Bonjour à tous. Déjà, merci les membres de la représentation nationale pour cette invitation. C'est le max. Parfait, je vais m'approcher. Ouais, pardon. Alors, une précision peut-être importante d'entrée, moi je ne suis pas du tout spécialiste du Sahel, moi je ne quitte pas Paris pour faire mes recherches, donc ma spécialité c'est vraiment les ministères parisiens et les processus décisionnels, donc c'est là-dessus que je vais me concentrer. Et je précise aussi que j'ai commis avec deux collègues, dont Johanna Siméon-Germanos, que vous connaissez peut-être pour les études africaines, et Florent Poponou, un ouvrage qui s'appelle Entrée en guerre au Mali, et notamment un chapitre sur comment évaluer l'influence du chef de l'état-major particulier, sur l'autodisqualification des parlementaires, c'est l'endroit idéal pour en parler, j'y reviendrai, sur le consensus antiterroriste chez les journalistes, la marginalisation de la diplomatie et le rôle des forces spéciales et de la DGSE. Donc on peut travailler sur des sujets qui sont fantasmatiques, ces sujets ne sont absolument pas fermés. Donc on est arrivé 4 ans ou 5 ans après Serval, ça nous a aidé. Pour commencer, je vais peut-être expliquer en quoi ma position de chercheur est une position confortable. Je peux m'extraire de totems qui sont particulièrement encombrants pour analyser la politique extérieure française et qui empêchent toute lucidité sur le bilan. Premier totem, l'obsession du maintien du rang chez les élites de la politique extérieure française. Je propose un postulat qui est le suivant: le monde n'attend pas grand-chose de la France en particulier. On pourrait le reformuler autrement. Le drame de la politique extérieure française, désolé pour ce biais psychanalytique, on peut le résumer, c'est de tuer Papa de Gaulle. Je peux vous le dire autrement, tous les tropismes de la politique étrangère française ont plus de 60 ans. Ce qui est considéré comme la priorité agenda de la présence française dans le monde, ça a 60 ans. Ça, c'est un premier point. Le deuxième totem, qui est très encombrant, mais je pense plus pour le débat politique, c'est respecter nos morts. Quiconque a un point de vue critique demande le pourquoi du comment sont morts, fait preuve, soit fait le jeu des ennemis, soit fragilise la position française. Je vais un premier argument intellectuel et un deuxième peut-être plus pratique. Le premier argument intellectuel, c'est l'analyse contrefactuelle. Patriotisme et exigence ne sont pas antinomiques. Le deuxième argument, c'est qu'il faut être capable de doubler la droite par la droite. C'est-à-dire qu'il faut dire très bien, tous les soldats ne sont pas égaux devant la mort au Sahel. Si on compte, et il y a un chapitre dans l'ouvrage, je suis en train de survendre l'ouvrage, il y a un chapitre sur comment la France compte ses morts. Un tiers des morts en opération extérieure sont des morts bêtes, accidentelles, qui n'ont rien de glorieuse. Les militaires ne sont pas capables de parler de suicide en OPEX, ils parlent d'autolyse. Donc il y a deux possibilités. Soit on intellectualise le débat en disant ça ne nous permet pas d'avancer, soit on leur rentre dedans en disant allez, on va faire le détail de vos morts et on va compter. Ça, c'était deux arguments qui me paraissent indispensables. Donc, je vais quand même répondre au débat. Où en est la France au Sahel? La première question, je vais faire un peu comme Yvan, je vais avoir des éléments de diagnostic. Pour moi, la principale difficulté, c'est pourquoi est-il si difficile de faire un bilan critique du point de vue des autorités politiques et des autorités militaires, en essayant de faire preuve de compréhension. Et la deuxième question, c'est non pas que faut-il faire, j'ai pas cette prétention-là, mais que faut-il arrêter de faire maintenant? C'est un peu là-dessus que je vais revenir. Alors pour moi, l'échec
sur la question de la dimension purement militaire de l'échec, elle est très simple à adhérer. 2 coups d'État. Vous formez les cadres de l'armée locale, vous avez un officier à vous, à chaque échelon hiérarchique de l'armée malienne, vous avez du renseignement militaire sur place, vous avez un monopole du renseignement technologique, vous ne voyez pas arriver 2 coups d'État militaires. On peut discuter pendant des heures, c'est un échec. Alors après, vous vous dire, mais c'est pas notre échec, c'est l'échec des politiques, etc. Mais oui, le constat d'échec, pour moi, il est très simple à poser, il est même évident. Alors, pourquoi c'est si difficile de faire un bilan serein de l'échec de Barkhane? Première difficulté, il faut analyser l'échec de Barkhane à l'aune de ce qui est considéré comme le succès foudroyant de Serval. Ça, c'est une vraie difficulté. Serval est un cas unique pour moi, donc je bosse sur les interventions militaires post-guerre froide. Je ne connais pas d'exemple où, au bout de 3 mois d'intervention, les parlementaires, les ministres, les journalistes, les militants anti-France-Afrique se félicitent tous d'une opération qui a empêché Bamako de sombrer aux mains des djihadistes. Je n'ai pas d'équivalent. Les clés du succès, à écouter les principaux protagonistes, on les connaît. Une chaîne décisionnelle courte et concentrée. Nous sommes le seul pays au monde où 3 individus peuvent décider d'enclencher la force. Hors procédure des GSE, les Américains et les Israéliens peuvent faire ça, mais procédure militaire à 3-4 000 hommes, c'est président de la République, chef d'état-major des armées et général Kos. Deuxième argument, c'est les arguments présentés par les militaires eux-mêmes. Ils n'en sont pas peu fiers. D'ailleurs, les militaires eux-mêmes disent, regardez, même les think tanks américains nous félicitent pour notre action. Ça, c'est vraiment le sommet de la gloire pour eux. On a aussi un prépositionnement des forces, ça aide à être réactif. On a aussi du renseignement DGSE sur place depuis 4 ans, qui s'occupe essentiellement des otages. On a un partage de renseignements technologiques avec les Américains. On arrive à louer des moyens de transport aux Russes. La manœuvre aéroterrestre, ça c'est petit, mais c'est un risque permanent. En fait, ils ont été contre toute leur doctrine. C'est-à-dire qu'ils parlent de déséquilibre avant. La reconquête du Nord se fait sans soutien logistique. Et ça se passe bien parce qu'il n'y a pas d'opposition organisée jusqu'à la traversée des Iforas. Voilà, c'est pour ça que c'est facile. Bah oui, on peut le faire, on est en plein désert. Pour parler comme eux, tondre de la pelouse dans le désert, quand on a le monopole de la dimension aérienne du combat, c'est facile, hein, clairement. C'est très facile. Au moins jusqu'à la traversée des Iforas. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, pourquoi ce bilan est-il confisqué et par qui? Alors à 3 niveaux. L'exécutif, mais le législatif. Et je vais peut-être alourdir la barre parce que c'est l'endroit idéal pour ça. Mais aussi le pouvoir exécutif, législatif. Et le dernier point, c'est les chefs militaires. On ne peut pas dire que le titulaire de la fonction présidentielle soit particulièrement porté sur l'acte de contrition. C'est comme ça. Mais par contre, je n'ai pas de précédent historique où un président nous aurait dit « Ah, là-dessus, on s'est planté ». Je rappelle que François Hollande, c'est 3 OPEX, une opération intérieure en 2 ans. Et sur l'Ubris, qui est une dimension cruciale, j'y reviendrai, il y a quelque chose de cet ordre-là, quand même, qui se joue. Alors, où on en est? On est tous là, on regarde vers le château. Donc il y a eu ce discours de février-mars où un nouveau Nini supplante un ancien Nini, hein, mais on est tous là à attendre que le château nous dise quelle sera, je cite, la politique africaine de la France. On n'a pas de politique asiatique, on n'a pas de politique latino-américaine, mais on a une politique africaine quand même. Même sur des éléments rhétoriques qui sont aussi faciles que ceux-là à gommer, on en est encore là. Ça me paraît évident. Ni retrait ni désengagement, donc l'évacuation du Niger prendra plus de temps que prévu. L'évacuation du Niger, le personnel c'est jouable, les matériels ça prendra du temps, et ce sera externalisé vers le privé, en toute vraisemblance, et ce sera au-delà de la date prévue. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée, je vous donne un exemple qui n'a rien à voir. On a vraiment l'impression d'une cour de récré. Je donne un exemple qui n'a rien à voir avec Barkhane pour qu'on puisse rester lucide. AUKUS. Quand les Français se font doubler sous les sous-marins, regardez le discours de Jean-Yves Le Drian à l'ONU. C'est un garçon à qui on a cassé ses jambes. C'est incroyable, incroyable. Je ne reviens pas sur cette conférence de presse avec le président de RDC, qui est une humiliation totale. La convocation des chefs d'État du G5 à Pau. Ce discours dans une université, je ne sais plus quel pays en Afrique, où c'est pas de ma faute si on ne paye pas l'électricité. Alors en fait, moi, j'en veux pas au président. Ça, le président, il fait ce qu'il veut. Il est où le conseiller diplôme ou le conseiller communication? Soyons clairs, c'est son rôle à lui. Ça, c'est important. Mais j'en ai aussi une spéciale pour les parlementaires. Et soyons clairs, depuis la réforme de 2008, il n'y a jamais eu aucune opposition de fond sur la nécessité d'intervenir. Les oppositions sont de forme. Attention, n'y allez pas tout seul. Attention, pensez au développement. Mais donc les parlementaires votent 4 mois, ils votent sur le fait qu'il fallait intervenir. Et les arguments idéologiques ou sécuritaires sont les mêmes. La propagation, le rôle messianique de la France, les attentes des alliés. Je précise qu'on ne vote pas contre, on s'abstient. À quelques exceptions qui peuvent politiquement s'expliquer par opportunisme. Ousbine en 2008, les socialistes sont passés à l'opposition, ils ont tout intérêt à rentrer dans le lard du président de la République à ce moment-là.
Moi, j'ai une explication. Alors, on peut faire la sociologie compréhensive. Dans la carrière d'un député, la défense, franchement, quand il faut se faire réélire sur les places de marché auprès de ses électeurs, sauf si on a une base industrielle de défense sur sa zone, ça n'a pas de poids. Et mieux vaut viser la commission finance que la commission défense. Et pour devenir quoi? Pour devenir ministre de la Défense de la future majorité, ministre de la Défense qui sera complètement phagocyté par le président de la République. Donc, je peux faire une sociologie compréhensive pour comprendre pourquoi ces enjeux-là ne sont pas fondamentaux. Mais c'est pas ce qui se passe. La chasse gardée n'existe pas dans la Constitution française. La Constitution française, elle est ambiguë. On a un président chef des armées, garant de l'indépendance nationale, mais le Premier ministre dispose de la force armée. Le gouvernement a la responsabilité de la sécurité nationale, de la défense nationale, pardon. Voilà, donc ça c'était pour mettre un peu les choses en place, ça me paraît important. J'y reviendrai, il y a des arguments en fait. Il y a un argument qui est peut-être plus fort politiquement pour expliquer pourquoi on ne peut pas sortir de ce consensus quand on est un parti d'opposition. J'y reviendrai plus tard. Et enfin, les chefs militaires, ça aussi c'est très intéressant. On a deux raisons superficielles de l'échec qui sont avancées. La première raison, c'est la méconnaissance des réalités locales. Ça fera plaisir à Marc-Antoine, même si c'est un peu tard, bien évidemment, ou à Yvan d'ailleurs. Et la deuxième remarque des officiers, ils admettent un défaut d'anticipation, mais toujours sur la décharge des autres. Nous, militaires, on a gagné la bataille. Au plan sécuritaire, on a gagné. On n'a pas été suivi par les autorités, par les diplomates ou par les développeurs. Alors, argument combien fallacieux, parce que si on intervient au Mali en 2013, c'est parce qu'il n'y a pas d'État. Et repartir 10 ans plus tard, il n'y a pas d'État, on n'a pas pu le faire, c'est pas un argument qui fonctionne selon moi. Donc, l'échec de Barkhane, c'est la démagogie des gens au pouvoir, et l'échec de Barkhane, c'est la désinformation russe. Non, qui est corrélation sans aucun doute, qui est causalité, c'est beaucoup trop facile. Ce qui est aussi frappant, c'est que si vous faites des entretiens avec des officiers en tête-à-tête, ils vous le diront. Et publiquement, c'est beaucoup plus compliqué à assumer. Ça, c'était pour les chefs militaires. Et donc, oui, concrètement, le 1er août 2014, Serval est prolongé en Barkhane, s'étend à 5 pays, et je suis d'accord avec Lubris, je vais revenir, il y a quelque chose de très important là-dessus. Mais d'abord, il y a une contrainte bureaucratique qui a été soulignée. Souvent, la grande histoire opérationnelle est faite de petites histoires bureaucratiques. Et la petite histoire bureaucratique, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Épervier? Ça fait depuis 86 que ce truc-là existe. Et donc, il y a vraiment des contraintes qui sont bureaucratiques qui peuvent expliquer ce prolongement. Sur l'Ubris, c'est très intéressant. Un Ubris militaire et un Ubris politique. C'est quoi le Sahel pour l'élite de l'armée de terre? Légionnaires, troupes de marine et forces spéciales, une zone d'aguerrissement sans aucun équivalent. Souvenez-vous les Macron-Leaks. À l'époque de la campagne électorale du candidat Macron, il y a des échanges entre lui et certains généraux pour savoir est-ce qu'il faut partir du Sahel, et on lui dit non. Comme zone d'aguerrissement, c'est extraordinaire pour nous. Donc ça, c'est un premier point. Et en gros, je vais caricaturer, mais pas tant que ça, c'est un terrain d'aguerrissement extraordinaire pour l'élite de l'armée de terre parce qu'on y fait de la chasse pure et dure. C'est rien d'autre que de la chasse. On cherche à cibler les cadres, pas forcément, ça peut être les logisticiens des groupes en question, mais on cherche à cibler les cadres. Pour les autorités politiques, alors ça c'est un enjeu autrement plus important. C'est quoi l'intérêt d'utiliser la force militaire? C'est une politique publique qui présente des résultats immédiats, sans aucun effort de transparence ou de redevabilité. Un militaire, c'est pas de syndicat, c'est plus simple que la police. Un militaire, c'est pas d'Ursup. Quand François Hollande, le 11 janvier, dit « je vais stopper une colonne de pick-up », 4 heures ou 5 heures après, on a les images. Donc ça, c'est quand même très important. Le problème, c'est pas le présidentialisme. Ça, c'est important. Le présidentialisme ne date pas de la pratique jupitérienne du pouvoir. La routinisation des conseils de défense et de sécurité nationale, c'est 2016. C'est une pratique qui précède l'arrivée au pouvoir de Macron. J'insiste là-dessus. Là, on a deux conséquences. Une extension considérable des mésusages politiques de l'institution militaire. Si on oublie le Sahel, dans notre pays, Sentinelle est une opération de réassurance qui n'a aucun objectif antiterroriste. Dans notre pays, pour faire du maintien de l'ordre, en toute illégalité, on déplace les effectifs de Sentinelle pour permettre aux forces de police d'être plus actives. Dans notre pays, quand on veut aider la jeunesse désocialisée, déscolarisée, on invente le SNU. Dans notre pays, quand il faut rassurer les Français juste pour 30 lits d'hôpitaux, on lance l'opération Résilience. Et je pourrais filer la métaphore. Vous voulez réhabiliter une cathédrale? Nommer l'ancien chef d'état-major des armées? Vous voulez réformer la haute fonction publique consanguine? Prenez le modèle de l'école de guerre. Donc on a une réhabilitation de la figure tutélaire de l'officier dont on ne mesure pas tout à fait les conséquences au plan politique. Alors là, je vais dédouaner les militaires. Pour moi, les plus sensibles à ce risque politique sont de loin les officiers généraux. Ils freinent des cas de fer pour ne pas être utilisés sur le sol national. Et c'est beaucoup moins le cas des autorités politiques, notamment des autorités politiques locales. J'en arrive à mon dernier point de diagnostic avant le que faut-il faire, et c'est peut-être le plus important pour moi. Le drame, et je pèse mes mots, n'est pas là. Notre problème sur les 20 ans, c'est pas le Sahel. Notre problème, pour moi, il est le suivant. On a une incohérence doctrinale très grave entre, d'un côté, cette idée que, entre la guerre préventive, parce que c'est ça dont il s'agit, et la résilience, qu'on nous vend comme étant la sauvegarde à terme de la nation. Je m'explique.
Moi, j'ai aucun complexe au plan juridique à dire qu'il s'agit d'une guerre préventive, mais je fais le même constat. Les généraux français n'assument pas ça, même au plan doctrinal. Je leur dis pas est-ce qu'au plan juridique c'est qualifiable comme guerre préventive, même au plan des doctrines, ils ne l'assument pas. Mais c'est de ça dont il s'agit. J'ai 4 arguments. Entre 2012 et 2013, aucun service de l'État ne dispose d'éléments montrant qu'un attentat n'ait jamais été préparé depuis le Sahel sur le sol français. Aucun. Au 11 janvier 2013, aucun service de l'État ne dispose de la preuve que les djihadistes avaient l'intention ou les moyens de prendre Bamako. Comment on le sait? Par le général commandant les forces spéciales, par le juge antiterroriste qui va bien, et le président de la République lui-même. Même David Pujadas, qui n'est pas le journaliste le plus... en 2015, dans son envoyé spécial, il nous publie cette fameuse lettre. D'ailleurs, la lettre est retoquée, c'est la question que je voulais vous poser. On sait que les Français sont invités à la suite d'une lettre postée par le président malien à l'ambassade de France au Mali, mais la lettre est retoquée. Le président malien demande un soutien aérien. La cellule diplo de l'Élysée dit enlever aérien. C'est nous qui nous chargeons de la nature du problème. De même, la résolution du Conseil de sécurité qui autorise l'intervention, elle prévient que la France n'interviendra pas seule. La France intervient seule. Les Tchadiens mettront 9 jours à la rejoindre. Sur la question de la légalité de l'intervention, à mon avis, je ne suis pas juriste, mais à mon avis, ça peut être contestable. Donc pour être clair, il s'agit d'une guerre qu'une puissance moyenne ne pouvait mener qu'en Afrique. Je vous cite le ministre des Affaires étrangères de Valéry Giscard d'Estaing en 1979, qui illustre les rapports que les élites de la politique extérieure entretiennent avec l'Afrique comme terre d'exaltation de la puissance française. Il dit « L'Afrique est le seul continent qui soit encore à la mesure de la France, à la portée de ses moyens, le seul où elle peut encore, avec 500 hommes, changer le cours de l'histoire. » Donc l'Afrique, c'est une terre de projection de puissance pour une puissance moyenne. Alors d'un autre côté, et c'est là pour moi le drame, c'est qu'est-ce qu'on nous vend? On nous vend de la résilience, la capacité que va avoir une nation à se remettre de crises permanentes et tout azimut, c'est la capacité qu'a le citoyen lambda à continuer à vivre normalement. Mais si dans notre pays, la sécurité tient à la décision d'un homme qui constitue un message fort à nos ennemis, c'est vrai que les généraux vont vous dire mais ne touchez pas à la chaîne décisionnelle, vous imaginez la clarté du message envoyé aux méchants? Et en même temps, vous ne pouvez pas vous décharger sur les individus en disant dorénavant, tu vas rester chez toi, tu vas te signer tes propres autorisations pour sortir. C'est profondément incohérent. Si on pense que la résilience est la clé de notre sauvegarde, alors il faut transférer une partie des 413 milliards vers l'éducation nationale. Donc moi, je pense qu'au plan doctrinal, les militaires, on peut et on doit leur rentrer dedans. Surtout qu'ils aiment le challenge. Alors, ça ne leur pose pas de problème. Alors, d'abord, j'excuse Guy Chawa qui devait nous quitter. Moi, j'ai une première question assez simple qui est en lien avec l'actualité récente. Vous avez dit à plusieurs reprises que finalement, ce que fait la France au Sahel, c'est aussi le symptôme de projection d'une puissance moyenne. Et donc, du coup, il y a les moyens qui correspondent. Donc, est-ce à dire que c'est la raison pour laquelle ce qui s'est passé au Niger n'a pas été anticipé? Enfin, quelles ont été les carences qui ont amené à nous interroger sur la soudaineté des événements? Alors, oui, donc je maintiens que, en fait, finalement, est-ce que la France aurait pu mener cette opération Serval ailleurs qu'en Afrique de l'Ouest? C'est un peu ça la question. 5000 hommes, 6000 hommes. J'entends aussi par là qu'il y a une sorte de division du travail antiterroriste qui s'opère avec les États-Unis. La France y va parce que les États-Unis disent « Allez, on vous fait confiance ». C'est quand même important. Sur la question des coups d'État, j'ai pas d'informations spécifiques sur le Niger, mais c'est sûr que sur place, on a ce qu'on appelle le renseignement militaire, la DRM, la direction du renseignement militaire, dont son travail est celui-là. On a des ambassades. Dans chaque ambassade, on a un monsieur sécurité intérieure qui est censé vérifier les équilibres politiques du pays. Donc c'est pas... On peut toujours critiquer le renseignement en disant « Vous l'avez pas vu venir », type le renseignement israélien sur Gaza. On peut toujours faire ce procès d'intention au renseignement a posteriori. C'est pas simple de prévenir un coup d'État. Même si on a un printemps de coup d'État ou avec 4 coups d'État, c'est très compliqué. Je pense aussi qu'il y a eu... il y a aussi des choses qui sont importantes. On y gère sur la sociologie électorale. Apparemment, les élites urbaines ne soutiennent pas beaucoup les présidents sortants. Ça, c'est aussi un constat, et ça, on l'a pas vu venir. Donc, que la France ne soit pas au courant de ce qui se passe au Niger, ça ne m'étonne pas plus que ça, mais dans le cadre du Mali, 2 coups d'État coup sur coup, alors qu'on a des oreilles à tous les étages, ça, c'est autrement plus problématique. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, moi j'en ai une autre également sur les États-Unis. Là, en plus, vous venez de parler d'une division du travail sur la question de la lutte antiterroriste. Les États-Unis ont une stratégie différente au Niger. Comment l'expliquer et qu'est-ce que ça dit du coup de sa position par rapport à la France et de sa vision de la diplomatie française? Très bien. Alors quand je parle de division du travail antiterroriste, ça peut être quelque chose qui est assez coordonné, c'est tout simplement de la coordination entre services de renseignement. C'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus inconscient. On se laisse des zones sur lesquelles on peut agir les uns et les autres.
je serais bien en peine. Pour moi, les États-Unis et la France essaient d'assumer leur camouflet diplomatique au Niger. Et l'un et l'autre, avec des options qui ne sont pas les mêmes. Je serais bien en peine de vous dire quelle est la stratégie américaine au Niger à l'heure actuelle, je n'en sais rien. Mais on essaye de sauver les marrons du feu essentiellement ici. On essaye de ne pas perdre la face sur les options qui ont été prises. Et puis, déjà, la trajectoire du gouvernement nigérian lui-même déjà pose beaucoup de problèmes au plan financier, clairement. Alors, je vais laisser... Alors, peut-être des petits points, à commencer par le dernier sur la stratégie américaine. Je crois que ce que Jean-Pierre Olivier de Sabran appelait la revanche de contexte, les Américains ont tenu compte du contexte. Et à mon avis, le problème de la France au Niger avec le coup d'État Bazoum n'a pas été de n'avoir pas vu venir le coup d'État, mais c'est la gestion de l'après-coup d'État. C'est-à-dire que quand la France s'est mise dans une posture de confrontation avec la junte, ça a été mal compris et d'ailleurs, elle a rendu service à la junte, puisque la junte a pu mobiliser des gens, y compris des gens qui ne lui étaient pas favorables, du fait de la posture que la France a prise en engueulant les dirigeants de la junte, comme il a été dit. Le président Macron a eu des expressions qui ont été perçues comme blessantes et ça a heurté le souverainisme, y compris des gens qui... Voilà, la façon dont la France a géré cette posture de confrontation totalement inutile et ça a même donné le sentiment que ces décisions-là étaient presque unilatérales prises à l'Élysée, que les diplomates ni les militaires n'étaient consultés. Parce que pendant que les gens faisaient de grandes déclarations à Paris, et les militaires français et nigériens continuaient de se parler. Et parce qu'eux, ils savent qu'ils ont besoin de se parler, alors qu'ici on faisait des déclarations contre la jeune, je crois. Il y a eu des erreurs d'appréciation dans la gestion de l'après-coup d'État. Et si vous remarquez, finalement, non seulement la France a accepté le départ de ses forces, c'est qu'elle aurait pu accepter dès le départ. Elle a accepté le départ de Sylvain Ité, qui s'est retrouvé à manger des sardines à l'ambassade. alors que dès le début, finalement, la France a accepté qu'il parte, qu'il soit presque humilié, puisque pour ceux qui connaissent l'ambassade de Niamey, alors l'ambassade et la résidence sont séparées par le goudron, par une voie bitumée. Sylvain Ité s'est retrouvé à l'ambassade et ne pouvait plus retourner à la résidence. Donc il dormait sur un lit de camp que les militaires lui ont ramené. Si au moins il était même à la résidence, il allait avoir le confort de la résidence. Il y a même des petites girafes, il y a des biches dans la résidence. Il allait contempler pendant ce jour forcé, il allait contempler les jardins, les biches. Mais il s'est retrouvé dans son bureau et il a fallu qu'on lui amène un lit de camp et finalement il a dû partir de façon inutile. Donc il y a eu une erreur de gestion de l'après-coup d'État. Maintenant, les Américains, eux, je pense qu'ils ont été plus pragmatiques. Et ils ont vu le contexte et leur obsession, c'est que le Niger bascule dans le camp de la Russie. Si on pousse la junte jusqu'à ce retranchement, ils vont se dire que puisque personne ne veut de nous, on va aller au premier venu. Ça peut être la Russie qui est à côté, à Bamako, etc. Donc, eux, ils ont préféré une position, ils ont le voyé. Vraiment, et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est en tout cas les dividendes de leur comportement, mais ils se retrouvent dans une bien meilleure posture. Ils sont là pour influencer sans doute l'agenda politique et ils sont là pour continuer à leur faire leur lutte antiterrorisme en gardant leur force militaire à la base aérienne et puis dans le nord du pays. Oui, il y a un truc à Aurélien. Ah, pardon. Non, mais c'était deux autres éléments de réponse pour expliquer la différence d'attitude des Américains au Niger par rapport à la France. Il y a le fait qu'il y a des raisons très bureaucratiques ici. Ils ont construit la base militaire à Agadez en 1978. Ça a coûté beaucoup d'argent. Donc quitter cette base au bout de 5 ans et se retirer, contrairement en plus aux Français qui peuvent toujours se déplacer vers N'Djamena, ce n'est pas le cas des Américains. Et c'est très dur de justifier auprès du Congrès, qui a un rôle fort dans ce domaine, qu'il y a eu des centaines de millions de dollars qui ont été dépensés pour rien, pour une base que de toute façon on a fermée. Et puis l'autre raison, c'est peut-être la Russie, comme tu disais, mais j'ai eu des discussions avec des responsables américains, j'ai été frappé de leur obsession d'Al-Qaïda sur tout ça. C'est ça leur problème.
fondamentale, alors que je dis que le vrai problème c'est l'État, c'est les crises politiques, que finalement le djihadisme c'est pas périphérique, mais c'est un symptôme de la crise de l'État. Eux, non. Et ils sont là pour combattre Al-Qaïda. Et ils ne veulent pas quitter le terrain parce qu'ils sont convaincus qu'il y a un risque qu'un jour Al-Qaïda s'implante. Ils le croient vraiment, que ce soit validé ou non, cette théorie du croissant de la terreur, hein, avec des gens qui partent depuis l'AFPAC et puis qui traversent l'Arabie Saoudite et qui vont ensuite déferler sur le Sahel, il y en a beaucoup qui y croient encore. Donc je pense que ça explique aussi sont prêts à faire des compromis avec n'importe quel junte du moment qu'ils aient toujours les moyens de pouvoir opérer où sont les djihadistes d'affaires. Elia. Moi, c'est une question. J'aurais deux questions d'observation. La première sur la question de la démocratie, de l'idée de démocratie. Nous soutenons d'une certaine façon, comme je le disais en introduction, que l'un des plus gros manques dans la doctrine de l'intervention française au Sahel, c'est la question démocratique, avec ce paradoxe qu'aujourd'hui, l'insatisfaction démocratique débouche sur une forme de soutien populaire à des gens qui n'ont pas rétabli la démocratie, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, moi, il me semble que, mais vous me direz si vous êtes d'accord, que ce paradoxe n'en est pas vraiment un, parce qu'en réalité, l'évitement de la démocratie ou le formalisme démocratique des élections qui ont été validées a pour corollaire aujourd'hui, en fait, une fausse démocratie qui s'appuie sur l'idée de la souveraineté du pays, en fait. Et que les gens, en bombant le torse et en jouant la carte du souverainisme, si ce n'est du nationalisme, d'une certaine façon, ont gardé qu'un seul aspect de la démocratie vis-à-vis de l'extérieur. Et la deuxième observation, la deuxième question, plutôt, porte sur la question financière. Je dis en introduction, Barkhane, c'est grosso modo 800 millions par an, et en 3 ans, vous avez la totalité du budget de l'État malien. Est-ce qu'un peu trivialement, on n'aurait pas mieux fait d'utiliser cet argent très différemment, y compris dans la région? Qui veut répondre? Oui, peut-être quelques éléments. Alors, miser sur la démocratie, pourquoi pas? Je pense qu'il ne faut pas être naïf, ce serait un peu comme miser sur le développement. Je veux dire, en substituant le développement, la démocratie à l'intervention militaire, on ne brise pas le paternalisme de la relation de la France au reste des États africains. Ce que vous sous-entendez par démocratie, je pense que c'est des relations de parlement à parlement, par exemple. C'est ça qui pourrait être mis en place pour accompagner l'aide au développement, les activités culturelles, etc. Déjà qu'on s'occupe de notre Parlement à nous, de le rendre plus démocratique, c'est un vrai défi, bon courage. Pourquoi pas, j'éviterai d'en faire un mot valise, parce qu'encore une fois, c'est un truc très occidental qu'on essaie de plaquer sur d'autres contrées. Qu'à terme ce soit une solution, c'est sans doute probable. Sur la question financière, d'où est-ce qu'on aurait pu réaménager cet argent ailleurs que dans le militaire, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Au départ, tout n'est pas militaire, d'accord. L'AFD, si vous prenez la trajectoire financière de l'Agence française de développement, elle prend plus 1 milliard, mais elle mène des activités de sécurisation. Donc je ne suis pas sûr que le compartimentage par secteur ne nous ramène pas à un nexus très bizarre, et à la fin duquel c'est les militaires qui remportent le pavé. Sur la marginalisation des diplomates, c'est tout bête. Quand vous avez 6000 soldats au sol pour une ambassade qui compte 30 personnels, en termes d'influence, de remontée d'information, donc je ne suis pas sûr que prioriser par compartiment, par secteur d'activité, nous fasse échapper aux turpitudes du monde. Et peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de plus démocratique, mais là c'est des relations de parlement à parlement et de société civile à société civile. C'est un travail pour toute une génération. Alors, je crois que la question de la démocratie est très importante. Et elle se pose à l'heure actuelle, pendant cette période de transition, elle se pose à nos pays. C'est-à-dire qu'il y a une déception envers la démocratie. Parce que la démocratie n'a pas répondu à l'espérance qu'elle a suscitée quand elle est arrivée. Quand on prend un pays comme le Mali, on sait que la révolution de 1991, qui a permis au Mali d'ouvrir la période démocratique en renversant Moussa Traoré avec la centaine de morts, 150 morts peut-être, qui ont payé de leur vie pour l'avènement de la démocratie. Il y a eu après Alpha Konaré 1 et 2,
il y a eu une alternance. Donc le Mali s'est installé dans une transition démocratique. Mais à côté de ça, il n'y a pas eu, comment dire, le contenu économique de la démocratie n'a pas suivi. Ça n'a pas amélioré la vie des gens et au contraire même des élites se sont mis à s'enrichir. Entre 2012 et 2017, c'est un organisme canadien qui a fait le rapport, environ 1 milliard de dollars a disparu des caisses de l'État malien. On a acheté des poulets à 30 000 francs CFA dans les facturations, des matelas à 150 000, etc. Parce qu'on a gonflé, malgré la présence des instances de contrôle de l'État, l'inspection des finances, le vérificateur national, tout ça, ça n'a pas empêché. Et du coup, il y a eu une forme aujourd'hui de déception envers la démocratie. Les gens se disent, puisque la démocratie n'a servi à rien, essayons le militaire. C'est clair que c'est complètement illusoire, puisqu'ils voient que les militaires ont confisqué les libertés, ont fermé même les radios, etc. Mais cette déception envers la démocratie, du fait de la responsabilité des élites, ce n'est pas le concept lui-même qui a échoué. Et c'est pas, moi je ne pense pas que le contexte soit inadapté, que les Africains ne sont pas prêts à la démocratie, chacun aspire à la liberté, chacun veut une justice indépendante, personne ne veut être arrêté pour ça. Mais c'est le comportement des élites au pouvoir qui a créé cette déception envers la démocratie, puisque c'est beaucoup plus facile de s'enrichir en devenant ministre qu'en allant faire une thèse de doctorat pour faire une école de commerce, parce que c'était devenu le raccourci. Et ça a créé de la déception envers la démocratie. Maintenant, sur le deuxième point, sur la question du développement, moi je persiste à croire qu'au début, l'idée qui a été faite par la France et les pays qui sont les pays du Sahel, c'était qu'on pouvait écraser le djihadisme par la force. Et vous savez, j'ai donné cet exemple où en janvier, quand il y a eu la réunion de Pau, on a fait le constat que le rapport de force n'est pas favorable aux armées africaines. On a dit, bon, augmentons le nombre de soldats. Et les pays africains aussi se sont mis dans cette logique en disant, bon, puisque les drones turcs sont efficaces, tout le monde va en Turquie pour acheter des drones qui vont permettre d'écraser. Or, les gens sont sur une moto. Le Niger, d'où je viens, avait acheté des Sukhoi en Europe de l'Est à 50 millions. Vous ne pouvez pas faire décoller un Sukhoi à Niamey pour écraser une moto. Le gars est sur une moto. Donc, il y a eu vraiment cette option du tout militaire avec des choix un peu inadaptés. Et à côté de ça, maintenant, quand les gens se sont aperçus, on a commencé à vouloir impliquer l'AFD. Mais l'implication de l'AFD n'a pas été efficace parce que l'AFD est devenue comme une sorte d'accompagnement, faire du civilo-militaire. Alors que c'est qu'elle aurait dû faire. Et si vous regardez la cartographie des interventions de l'AFD, l'AFD intervient là où il y a la présence militaire française. Alors que pour donner le sentiment qu'on fait du développement, c'était qu'elle intervienne ailleurs pour faire du développement. Et les militaires font l'aspect militaire et l'AFD fait du développement. Mais on s'est mis à associer, d'ailleurs, j'étais à un débat à Bruxelles avec l'Alliance du Sahel. Les Allemands ne voulaient pas que l'AFD fasse des actions au nom de l'Alliance du Sahel en disant non, vous le faites avec les militaires, nous on va nous confondre avec les militaires, on ne veut pas être confondu avec les militaires. Donc il y a cette doctrine qui était d'associer l'action de l'AFP à l'action de Barkhane, qui a desservi la volonté de faire du développement, mais le développement reste important en tout cas comme élément de la solution, comme pilier de la solution à la crise sahélienne. Il y a une question là-bas. Ah, il reste 10 minutes en plus, donc il y a 2 questions et après je pense qu'on pourra conclure nos travaux. Plutôt pour un commentaire. David Moget, moi je suis de l'association qui lutte contre la France-Afrique de très longue date. On a évoqué tout à l'heure le Cameroun, l'Algérie, le Tchad. J'aurais ajouté la Côte d'Ivoire. Je pense que ce qui nous marque, c'est l'interventionnisme français, sa très grande continuité dans ces anciennes colonies. Je pense qu'on peut pas. Je pense qu'on a besoin d'élargir la focale au-delà du Sahel pour comprendre ce que devrait être l'attitude de la France par rapport à ces anciennes colonies. Je pense notamment que la présomption d'innocence dont les interventions militaires françaises continuent de bénéficier depuis si longtemps devrait enfin prendre fin. On a parlé tout à l'heure des conditions juridiques des interventions. Ce qui me marque, c'est aussi l'impunité qui entoure des interventions françaises. On va bientôt avoir les 20 ans de ce qui s'est passé à Abidjan en novembre 2004, avec des dizaines de civils tués qui réclamaient le départ des militaires français. Sous les balles françaises, on a eu une traduction judiciaire d'un premier volet qui était le bombardement de Ouaké. Il n'y a jamais eu de suite
sur ces civils qui sont morts sous les balles françaises. L'ingérence française, elle est multiforme, aussi bien au niveau militaire que monétaire, que diplomatique, qu'économique. J'entends depuis quelques mois que finalement la présence des bases militaires françaises est enfin interrogée. Je pense qu'il faut appuyer dans ce sens-là. Alors certains diplomates veulent jouer un petit peu la diplomatie contre les militaires. Pour nous, en tout cas, ce départ des militaires français qui n'ont jamais quitté, finalement, malgré les indépendances, le sol africain, devrait être un impératif. La France s'est complètement décrédibilisée. Alors, aux yeux des Américains, on dit que la France est devenue radioactive. Si même c'est parvenu à Washington, imaginez un petit peu ce qu'en pensent les opinions publiques d'Abidjan, de Niamey et ainsi de suite. Donc voilà, je pense que le carburant du sentiment anti-français qu'on a décrit les mois passés, il est à chercher dans toute la lignée des interventions françaises de très longue date. Voilà, donc, pour moi, la France est très largement décrédibilisée et je pense qu'un retrait est nécessaire pour gagner un petit peu en crédibilité et je pense que ce sera relativement long. Alors, oui et non. On ne peut pas réduire l'intervention Serval à du pur postcolonialisme. Pour comprendre Serval, il faut bien comprendre que les soldats français arrivent avec l'Afghanistan dans leur valise. Pour comprendre Serval, il faut bien comprendre que le 11 septembre 2001, comme justification de la guerre préventive doctrinale, est un moment clé. Donc le Mali n'est pas que l'expression de la domination postcoloniale, il est l'expression d'une guerre sans fin, etc. Donc c'est un syncrétisme compliqué. Je suis d'accord, et c'est assumé par les militaires français, la France est la puissance la plus interventionniste, voire expéditionnaire du camp occidental sur les 30 dernières années, c'est avéré. Je crois que ce que vous appelez juridiquement la protection juridique des soldats français, c'est les accords SOFA, il me semble, ça existe partout. Et, alors là je vais rendre hommage au travail de Rémi, les Français usent de ce droit, mais en abusent beaucoup moins que certains de leurs alliés. On n'a jamais atteint les extrêmes afghans ou irakiens. Donc, mais c'est une mauvaise comparaison. C'est les soldats français, quand on leur dit alors vous allez quitter le Mali, ils disent mais regardez les Américains en Afghanistan. Donc voilà, regardez Kaboul, la catastrophe. Donc, par ailleurs, le Mali n'est pas typiquement le précaré français. Quand vous regardez la trajectoire des pays post-précarés, c'est pas... Non, vous n'avez pas dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la France n'intervient pas que dans son champ. La Libye, c'est pas le champ d'action français. Et ça n'est pas que post-colonial. Si on dit ça, on passe à côté de l'essentiel. Et par contre, alors, les bases ne vont pas être réduites, elles vont être en cogestion. Mais sur les bases militaires françaises au Sénégal, vous avez des terrains de golf, vous avez des piscines, d'accord ? Parce que c'est des terrains longs, on fait venir les officiers avec leur famille pendant 2-3 ans, il faut bien qu'ils se détendent. Et de l'autre côté de la base, vous avez des gamins qui jouent dans les déchetteries. Donc sur la réduction de l'empreinte, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le volume, mais qui ont à voir avec des pratiques. Et je pense que le franc CFA, oui, c'est la pierre angulaire du point de vue du ressentiment des élites et des populations. Là, il y a un angle, il y a un sujet clair. Mais ce serait réducteur d'en faire simplement une expression du postcolonialisme. Ça n'est pas que ça, c'est autre chose que ça. Alors on a une dernière question. Très brièvement, simplement sur le point juridique qui a été évoqué. Là, pour le coup, alors je suis en général la première à souligner la façon dont les narratifs juridiques peuvent normaliser et stabiliser des pratiques problématiques. Donc je comprends votre point. En revanche, là, le droit international est votre allié. Parce que la catégorie que vous décriviez, c'est la catégorie terroriste. Or, ce n'est pas une catégorie juridique en droit international. Je voulais vraiment le souligner pour l'enregistrement. Alors, on a une dernière question. Oui, alors, Nicolas Bouchot, moi je suis résident à Bamako depuis 6 ans. Je suis arrivé dans Bamako ce matin même à Paris. Et alors, moi j'interviens ici parce qu'on a créé un collectif citoyen à Bamako, des citoyens français, qui s'appelle le collectif citoyen pour la fraternité Europe-Mali. Et en fait, ce collectif a été fait juste à la suite d'un même collectif au Burkina Faso. Et ces deux collectifs sont nés en fait suite aux représailles, on va dire, par la France de ce qui s'est passé, suite à ce qui s'est passé au Niger, et qui ciblaient notamment l'arrêt des visas, l'arrêt de la coopération. On a oublié aussi Air France qui s'est arrêtée du jour au lendemain, ce qui était une aberration totale. Bref, donc nous on travaille sur ces sujets-là à Bamako et à Ouagadougou. Et alors, ça c'est l'occasion pour moi d'informer tout le monde de l'existence de ces collectifs-là, qui sont en train de prendre de l'ampleur dans les pays, mais c'est aussi pour attirer l'attention sur les Français établis hors de France. Parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est quand même, je crois, plusieurs millions de Français qui sont hors de France et qui sont directement concernés par ce qui se passe dans ces pays-là. Et par exemple, sur ce qui s'est passé au Niger très récemment, avec une montée en tension très inquiétante, on est passé tout près de drames directs qui viseraient les Français. Voilà. Donc,
c'est pas forcément une question, mais peut-être si les intervenants ont un peu connaissance ou pas de la prise en compte de ces Français hors de France dans la décision publique en matière de politique étrangère, ça nous intéresserait parce qu'on a traversé le Covid, on a traversé la période insurrectionnelle, les coups d'État. On n'a jamais eu aussi peur que récemment avec ce que la France a pu faire au Niger. Non, je crois que c'est ce que vous avez dit, c'est que votre initiative, cette initiative est quelque chose de très important. Et au Sahel, contrairement à ce que beaucoup pensent, les gens n'en veulent pas aux citoyens français. Les gens n'en veulent pas aux citoyens français et les gens n'en veulent pas à la France avec laquelle ils ont. Mais ils en veulent aussi d'abord à l'échec de l'absence de résultats de la lutte antiterroriste, mais surtout à la politique actuelle de la France, avec les coups de menton, avec ses injonctions, avec les maladresses. Je pense que ce travail mérite d'être fait un jour. Si vous prenez comment la crise s'est nouée entre la France et le Mali, vous verrez qu'il y a une grande responsabilité de la France, dans la façon des dirigeants actuels de la France, dans la façon dont ils se sont comportés. Quand en septembre, le Premier ministre Sewell Maïga dit à New York que la France nous a abandonné en plein vol, la réponse de Macron a été mal perçue à Bamako. Et je peux donner, c'est pas le Sahel, mais vous savez, lorsque quelqu'un a interpellé Macron à la porte de Versailles, le président Macron, sur la crise au Cameroun, la crise indépendantiste, le président Macron lui a dit « Demain, je vais téléphoner à Paul Biya pour lui demander de compte. » Et malheureusement, ça a été au-delà. Et vous savez, en Afrique, les gens sont très sensibles à certaines choses. Paul Biya a 90 ans. Macron en a peut-être à l'époque 39 ans ou 40. Donc, les gens qui étaient des opposants historiques de Paul Biya ont défilé, sont allés à l'ambassade de France. Donc, il y a cette situation, mais je pense que l'espérance, c'est que les populations sahéliennes ont compris que les citoyens français n'ont rien à voir avec ce qui se passe et sont prêts à envisager l'avenir des relations. Par exemple, dans le cas spécifique du Niger, il y a des étudiants nigériens qui ont obtenu la bourse qui devaient venir ici, il y a des inscriptions dans les universités françaises qui ne sont pas venus. Quelle est leur responsabilité? Eux-mêmes sont contre le coup d'État. Mais la France a choisi de punir tous les Nigériens, y compris des gens qui pouvaient être ses alliés. Donc ce type de maladresse-là n'aide pas. Des chercheurs, on a demandé même au festival de ne pas inviter des Nigériens, des Maliens et des Burkinabés qui n'ont rien à voir. Donc toutes ces maladresses-là ont construit aujourd'hui, ne peuvent qu'alimenter les ressentiments. Mais des initiatives comme celle-là vont permettre sans doute que les liens soient maintenus, puisque le lycée français de Niamey reste ouvert. Il y a des gens qui enseignent, il y a des gens qui ont leurs enfants là-bas. Donc c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut espérer que les liens soient maintenus et que les choses puissent avancer en tissant des liens avec la société civile sur place, en tissant des liens avec les organisations qui ne sont pas forcément contre la France. Merci.